Le monde ne jouera jamais franc jeu. Vous pouvez être honnête et être trahi quand même. Vous pouvez être compétent et être remplacé par quelqu'un de moins qualifié. C'est la vérité brutale. Mais voici le retournement, ceux qui voient le jeu tel qu'il est survivent. Et ceux qui survivent, ils dominent. Ce que vous vous apprêtez à découvrir est un pouvoir que l'on ne voit pas, mais que tout le monde ressent. Une force née dans l'ombre, quand la trahison, l'humiliation et la défaite écrasent la plupart des gens, mais pas vous. Vous ne romprez pas. Vous vous aiguiserez. Vous grandirez. Vous vous élèverez avec quelque chose que la plupart ne maîtrisent jamais, l'intelligence obscure. Cette intelligence est discrète. Elle écoute. Elle observe. Elle attend. Et puis, elle frappe. Pendant que les autres se noient dans la colère, vous calculez. Pendant qu'ils hurlent, vous étudiez. Pendant qu'ils jouent aux dames, vous apprenez à jouer aux échecs. Mais avant d'ouvrir ce coffre à connaissances dangereuses, clarifions une chose, ce n'est pas pour détruire. C'est pour se protéger. Pour vous défendre dans un monde qui récompense souvent les impitoyables et punit les naïfs. Utilisez-la pour vous élever, pas pour sombrer dans les ténèbres. Aujourd'hui, vous allez débloquer 8 leçons impitoyables de Machiavel, des leçons qui séparent les leaders des suiveurs, les survivants des victimes, les gagnants des perdants. Et quand vous les entendrez, vous ne regarderez plus jamais le pouvoir de la même façon. Alors laissez-moi vous demander. Choisirez-vous de rester prévisible? Ou déclarerez-vous, je choisis d'être stratégiquement intelligent, pas émotionnellement réactif? Lâchez ça dans les commentaires maintenant même, car c'est ici que commence votre transformation. Maintenant, commençons par la première leçon impitoyable. Numéro 1, opacité calculée. Ne montrez jamais votre jeu en entier. Ne révélez jamais vos véritables intentions. Plus les gens pensent vous connaître, plus vous devenez prévisible. Mais quand ils ne voient que des fragments de votre histoire, leur imagination comble les vides et cette imagination est votre arme. Machiavel nous mettait en garde, tout le monde voit ce que tu parais être, peu sente ce que tu es réellement. Pensez aux personnes les plus magnétiques, les plus intrigantes que vous ayez rencontrées. Elles ne répondent pas à toutes les questions directement. Elles sourient quand une explication est attendue. Elles laissent des pistes, pas des cartes. Ce n'est pas mentir. C'est une stratégie. La plupart des gens se confient trop. Ils déversent leurs peurs, leurs rêves, leurs faiblesses, croyant que cela crée de la confiance. Mais en vérité, ils remettent leur pouvoir. L'opacité calculée inverse ce scénario. Le mystère crée la curiosité. La curiosité crée de l'intérêt. L'intérêt crée du respect. Et le respect construit l'influence. Imaginez ceci. Quelqu'un vous demande ce que vous faites ce week-end. La plupart diraient, juste regarder des films à la maison. Honnête, mais oubliable. Dites plutôt, j'ai quelque chose d'important à gérer, puis changez doucement de sujet. Instantanément, vous avez semé la curiosité. Vous êtes devenu imprévisible, digne d'attention. C'est ainsi que fonctionnent les leaders, les négociateurs et les figures puissantes. Ils révèlent juste assez pour susciter la curiosité mais jamais assez pour perdre leur avantage. Vos mots deviennent rares, précieux. Votre silence devient puissant. Rappelez-vous donc, votre information est une monnaie. Ne la dépensez pas d'un coup. Dépensez-la judicieusement, et les gens se rapprocheront à chaque fois que vous parlerez. Numéro 2, persona adaptative. Maintenant que vous contrôlez la quantité de vous que vous révélez, voici la seconde compétence impitoyable. Contrôlez votre apparence. Vous n'êtes pas la même personne avec tout le monde. Et vous ne devriez pas l'être. Les gens les plus intelligents de l'histoire ont maîtrisé cela, ajustant leur persona comme une arme, sans jamais perdre qui ils sont. Machiavel lui-même écrivait, « Un prince doit toujours paraître miséricordieux, fidèle, humain, intègre et religieux. » Remarquez le mot « paraître ». Les apparences gouvernent le monde bien plus que la vérité. Reflexes. Vous vous ajustez déjà naturellement, vous parlez à votre grand-mère différemment de vos amis, n'est-ce pas? Vous vous comportez différemment à un entretien d'embauche que lors d'une fête. Ce n'est pas être faux. C'est être efficace. La persona adaptative prend cet instinct et le transforme en article. Chaque personne que vous rencontrez a son propre prisme. Certains sont émotionnels. D'autres sont analytiques. Certains veulent des faits. D'autres veulent une vision. Si vous parlez la mauvaise langue, vous les perdez. Mais quand vous vous adaptez,
Vous connectez. Imaginez l'eau. Mettez-la dans une tasse, elle prend la forme de la tasse. Versez-la dans un lac, elle devient vaste. Mais en chaque forme, elle reste de l'eau. Flexible, mais inchangée dans son essence. Voilà comment votre persona adaptative doit fonctionner. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'intelligence en communication. Le but n'est pas de forcer les gens à vous comprendre. Le but est de leur faciliter la connexion avec vous. Mais avertissement, adaptez-vous trop, et vous vous perdez. Ne compromettez jamais vos valeurs fondamentales, vos principes, votre socle. Les personnes les plus fortes sont comme des diamants de nombreuses facettes scintillantes, mais une pierre solide. Et lorsque vous maîtrisez cela, quelque chose change. Des gens de tous horizons ressentent que vous les comprenez. Vous devenez magnétique, influx, inoubliable. Numéro 3, le principe du détachement. Il existe une chaîne qui a servi presque toutes les personnes que vous connaissez. Invisible mais assez solide pour contrôler leur vie. Cette chaîne, c'est l'attachement. La plupart des gens en sont gouvernés. Ils ont peur de perdre leur emploi, alors ils acceptent l'abus. Ils ont peur de perdre une relation, alors ils trahissent leurs propres valeurs. Ils ont peur de perdre l'approbation, alors ils disent ce qui plaît aux autres au lieu de ce qui doit être dit. Cette peur de la perte est la laisse qui les maintient obéissants. Mais quand vous coupez cette laisse, vous êtes libre. Machiavel nous avertissait, si l'on doit choisir entre être aimé ou être craint, il est bien plus sûr d'être craint. Pourquoi ? Parce que l'amour lie. La crainte vous affranchit du besoin d'approbation. Le détachement ne signifie pas la froideur. Il ne signifie pas que vous cessez de vous soucier. Il signifie que vous n'êtes plus contrôlé par ce dont vous vous souciez. Imaginez deux négociateurs. La personne a désespérément besoin de l'affaire pour survivre. Elle a déjà bâti son avenir dessus. La personne B, elle aimerait conclure l'affaire, oui, mais elle a d'autres options. Elle est prête à partir. Qui détient le pouvoir ? La personne B. Toujours. Le détachement vous donne de la clarté quand les autres sont aveugles. De la force quand les autres sont désespérés. Il transforme les relations, les décisions et les opportunités. Et voici le paradoxe, moins vous vous accrochez à quelque chose, plus cela vient à vous. Pensez aux personnes confiantes. Elles ne sont pas calmes parce que la vie leur sourit toujours. Elles sont calmes parce que, même si ce n'est pas le cas, elles iront bien. Voilà l'essence du pouvoir. Pratiquez cela par petits pas. Ne vous accrochez pas à gagner chaque argument. Ne courez pas après chaque compliment. Ne craignez pas l'échec de chaque plan. Peu à peu, vous sentirez le poids du désespoir s'alléger. Et quand les gens sentiront que vous ne pouvez pas être acheté, menacé, enchaîné, ils vous respecteront. N'oubliez jamais, la personne la plus dangereuse dans une pièce est celle qui n'a rien à perdre. Mais la plus puissante ? Celle qui a tout à gagner et rien à craindre. Numéro 4, le levier silencieux. Si vous pensez que le pouvoir est bruyant, détrompez-vous. Hurlez, exigez, forcez, voilà les tactiques des faibles. Le vrai pouvoir ? Il murmure. Machiavel a dit, rien de grand n'a jamais été réalisé sans danger. Et le pouvoir le plus dangereux de tous est le levier silencieux. Celui qui fait basculer toute la pièce sans que vous ayez à prononcer un mot. Le levier silencieux, c'est la présence. C'est le positionnement. C'est la patience. Voici comment cela fonctionne. Au lieu d'ordonner aux gens, vous façonnez les circonstances pour qu'ils veuillent faire ce qui vous avantage. Au lieu d'exiger le respect, vous vous rendez indispensable. Au lieu de courir après la loyauté, vous la gagnez en silence jusqu'à ce qu'on vous la donne librement. Surveillez le silence. En conversation, le silence est votre lame. La plupart des gens en ont peur, ils se précipitent pour le combler, déversant plus que ce qu'ils voulaient. Mais si vous pouvez tenir le silence, si vous pouvez faire une pause, regarder, attendre, soudain, chaque mot que vous prononcez tombe comme le tonnerre. En négociation, le levier silencieux est une option. Vous n'avez pas besoin de menacer de partir. Le simple savoir que vous pouvez partir suffit. Dans les relations, c'est apporter de la valeur sans l'annoncer. Les gens en viennent à dépendre de vous, à vous faire confiance, à vous respecter sans que vous le demandiez jamais. Dans votre carrière, c'est résoudre des problèmes de façon si constante que tout le monde se tourne vers vous par réflexe. Vous n'avez pas eu à déclarer l'autorité. Vous êtes devenu l'autorité. Mais voici le secret,
le levier silencieux demande de la patience. Vous ne poursuivez pas des victoires rapides. Vous plantez des graines. Vous les laissez pousser jusqu'à ce qu'un jour, vous réalisiez vous contrôlez le terrain. C'est la gratification différée à son plus haut niveau. Et quand cela fleurit enfin, quelque chose de remarquable se produit. Les gens cherchent votre avis avant d'agir. Ils désirent votre approbation sans que vous la demandiez. Ils suivent votre exemple, souvent sans savoir pourquoi. Mais attention, ce pouvoir coupe dans les deux sens. Si vous utilisez le levier silencieux pour tromper, nuire, détruire, vous devenez le même vilain que Machiavel mettait en garde contre. La véritable maîtrise consiste à guider les gens vers des résultats qui profitent aux deux parties. Le pouvoir sans éthique est corruption. Le pouvoir avec sagesse est héritage. N'oubliez jamais, le levier silencieux n'est pas faiblesse. Ce n'est pas passivité. C'est l'art de façonner l'échiquier pendant que les autres font du bruit. Avec le détachement et le levier silencieux combinés, vous n'êtes plus un pion. Vous ne réagissez plus, vous vous positionnez. Et ce qui vient ensuite vous montrera comment retourner même les mouvements de vos ennemis en armes pour votre avantage. Numéro 5, écho psychologique. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes entrent dans une pièce et gagnent instantanément la confiance. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas un simple charme. C'est parce qu'elles ont maîtrisé l'art silencieux de l'écho psychologique. Machiavel nous avertissait, les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Chacun voit ce que tu parais être, peu connaissent réellement ce que tu es. Voilà l'essence de l'écho, devenir un miroir. Refléter ce que les gens ont besoin de voir, ce qu'ils ont besoin d'entendre, et surtout, ce qu'ils ont besoin de ressentir. Les gens n'achètent pas des produits. Ils n'achètent pas des idées. Ils n'achètent même pas des promesses. Ils achètent des solutions à leurs peurs et des réponses à leurs désirs. Si vous pouvez identifier ces besoins et les leur refléter, soudainement, vous devenez inestimable. Mais voici le piège, la plupart des gens n'écoutent pas. Ils attendent leur tour pour parler. Ils se précipitent pour répondre. Ils révèlent ce qu'ils veulent, au lieu de découvrir ce dont l'autre a réellement besoin. Vous devez être différent. Vous devez écouter avec intention, non pas pour répondre mais pour comprendre. Chaque personne que vous rencontrez pose silencieusement 3 questions. Me vois-tu? ¿Me comprendes tú? ¿Me valorices tú? Si votre présence répond « oui » à ces 3 questions, vous créez une connexion si puissante qu'elle paraît magnétique. Voici comment cela fonctionne en pratique. Quelqu'un dit « je déteste mon travail ». L'auditeur moyen donnera un conseil superficiel « peut-être devrais-tu en chercher un autre ». Mais l'auditeur doté d'intelligence obscure entend plus profondément. Peur non exprimée, manque de reconnaissance, frustration cachée. Au lieu de donner un conseil, vous faites écho. On dirait que tu n'es pas reconnu pour les efforts que tu fournis. Voyez-vous ce qui s'est passé? Cette personne se sent vue. Compris. Valorize. Et soudain, vous avez gagné de l'influence. Le secret est le suivant. Reflétez toujours la version élevée de ce qu'ils expriment. Derrière la colère se cache souvent un désir de respect. Derrière le débordement, un désir d'excellence. Derrière la frustration, une soif de croissance. Et une fois que vous avez découvert leurs besoins fondamentaux, vous connaissez la langue à parler. Pour le chercheur de sécurité, formulez vos idées en termes de protection. Pour le chercheur de reconnaissance, formulez-les en termes de réussite. Pour le chercheur de liberté, parlez le langage de l'indépendance. Le message ne change pas. C'est l'écho qui change. Et cet écho leur fait croire que vous êtes celui qui les comprend vraiment. Mais souvenez-vous, ce n'est pas une manipulation pour un gain égoïste. Utilisez-le avec éthique pour aider, élever, guider. Car celui qui maîtrise l'écho psychologique ne devient pas seulement entendu, il devient inoubliable. Numéro 6, moralité ambiguë. Nous entrons maintenant dans la zone grise. La leçon que la plupart craignent, nient et évitent. Mais si vous allez marcher sur le chemin machiavélien, vous devez la comprendre, la moralité ambiguë. Vous n'êtes pas purement bon. Vous n'êtes pas purement mauvais. Vous êtes efficace. Et l'efficacité vit souvent dans l'ombre entre le noir et le blanc. Machiavel écrivait, il est plus sûr d'être craint qu'aimé, quand l'un des deux doit manquer. Pourquoi? Parce que la pure bonté vous rend vulnérable. Et la pure cruauté vous détruit. La vérité, c'est que survivre exige un équilibre. Soyons clairs.
La moralité ambiguë ne signifie pas abandonner vos valeurs. Elle ne signifie pas la cruauté pour un gain personnel. Elle ne signifie pas le chaos sans conséquence. Elle signifie voir le monde tel qu'il est vraiment. Désordonné, complexe et souvent brutal. Parfois, faire ce qui paraît gentil conduit à la destruction. Parfois, faire ce qui paraît dur protège des vies. La vraie moralité n'est pas dans les apparences, elle est dans les résultats. Imaginez ceci. Vous dirigez une équipe. Un membre ment au client, empoisonnant la confiance. L'option gentle? Lui donner une autre chance. Offrir plus de formation. Espérer qu'il s'améliore. Mais qu'en est-il des clients trompés? Qu'en est-il des coéquipiers honnêtes qui voient l'injustice? Un leader doté de moralité ambiguë choisit le chemin difficile, retirer le saboteur pour le bien commun. Non pas parce que cela fait du bien, mais parce que c'est le bon choix sur le long terme. Ou penser à un ami dans une relation toxique. Le geste gentil serait de sourire, d'acquiescer et de rester silencieux. Mais la véritable bonté pourrait être de l'atteindre avec la vérité même si elle fait mal sur le moment. La moralité ambiguë vous oblige à vous demander, non pas « qu'est-ce qui me fait paraître juste ?», mais « quelle action crée le meilleur résultat pour le plus grand nombre ?» Et voici le défi, vous devez définir vos propres lignes. Vos valeurs non négociables. Les limites que vous ne franchirez jamais, même dans le chaos. Car si vous ne le faites pas, ce principe peut glisser vers la corruption. Le vrai leader n'est pas celui qui cherche à être aimé. C'est celui qui accepte le fardeau des décisions difficiles, celles que d'autres sont trop mous pour prendre. La moralité ambiguë n'est pas l'abandon de l'éthique. C'est le remplacement des apparences superficielles par une responsabilité plus élevée. Non pas « comment ai-je l'air ?», mais « quel impact cette action laissera-t-elle ?» Ce n'est pas facile. Ce n'est pas confortable. Mais la grandeur ne l'est jamais. Et ceux qui osent maîtriser la zone grise deviennent inarrêtables. À ce stade, vous avez appris à refléter l'esprit des autres et à marcher dans la zone dangereuse de la moralité. Mais les 2 dernières leçons vous mèneront encore plus loin vers des stratégies si puissantes qu'elles peuvent soit vous rendre intouchables, soit vous détruire si elles sont utilisées sans sagesse. Numéro 7. Exposition contrôlée. Vous ne révélez pas tout de vous-même. Moins les gens en savent, plus ils supposent. Et les suppositions mènent à des erreurs qui rendent votre stratégie plus facile. Machiavel disait, « Les hommes sont si simples et si dominés par leurs besoins immédiats que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un prêt à être trompé. » Dans un monde où les gens partagent chaque détail de leur vie sur les réseaux sociaux, l'exposition contrôlée peut sembler dépassée. Mais en réalité, elle est plus puissante que jamais. Quand tout le monde en dit trop, celui qui partage de façon stratégique se démarque. Quand tout le monde diffuse ses pensées et ses émotions, celui qui garde un peu de mystère devient intrigant. L'exposition contrôlée consiste à être intentionnel avec vos informations personnelles. Tout le monde n'a pas besoin de tout savoir de vous. Le partage sélectif renforce vos relations et augmente votre influence. Voici la psychologie, les humains sont naturellement curieux. Quand quelque chose est incomplet, le cerveau cherche à combler les vides. Ce « vide de curiosité » est l'une des forces psychologiques les plus puissantes du comportement humain. En pratiquant l'exposition contrôlée, vous créez des vides de curiosité qui rendent les gens plus intéressés par vous. Pensez aux personnes les plus captivantes que vous connaissez. Elles ne vous disent pas tout. Elles partagent assez pour vous garder engagé, mais laissent toujours un manque. Ce n'est pas de la chance, c'est une stratégie. Professionnellement, l'exposition contrôlée signifie partager vos idées et compétences progressivement. Ne révélez pas tout d'un coup. Au lieu de tout montrer dès la première semaine d'un emploi, dévoilez vos talents petit à petit. Cela donne l'impression que vous êtes toujours en croissance, plutôt qu'à votre apogée dès le début. Socialement, cela signifie raconter votre histoire étape par étape, uniquement au fur et à mesure que la confiance s'installe. En négociation, cela signifie garder vos priorités en réserve jusqu'au bon moment. Souvenez-vous de ceci, une information révélée ne peut jamais être non révélée. Une fois sortie, elle est sortie pour toujours. Il vaut mieux en dire trop peu que trop. Mais ce n'est pas seulement une question de rétention, c'est une question de timing. Le même fait peut sembler de la vantardise s'il est partagé trop tôt, ou de l'humilité s'il est révélé plus tard quand il résout un problème. Votre audience compte aussi. Les amis devraient en savoir plus que les étrangers. Les partenaires commerciaux devraient savoir autre chose que les concurrents.
Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'adaptation. L'exposition contrôlée inclut aussi votre empreinte numérique. Chaque publication, commentaire ou photo devient une partie de votre dossier permanent. Les personnes intelligentes soignent leur présence en ligne avec attention. Le but n'est pas le mystère pour le mystère. C'est le contrôle de votre narration. Vous révélez stratégiquement pour que les autres voient la version de vous qui correspond à vos objectifs, sans vous enfermer ni vous réduire à un stéréotype. L'équilibre est la clé. Partagez assez pour créer une connexion authentique, mais pas au point de perdre votre avantage. Les meilleures personnes sont ouvertes et authentiques, tout en restant précises dans ce qu'elles révèlent et quand. Numéro 8, l'obsession du résultat. Vous n'êtes pas là pour gagner des arguments ou prouver des points. Vous êtes là pour obtenir des résultats. Ceux qui se concentrent sur les résultats ne perdent jamais de temps dans des jeux inutiles. Machiavel disait, la promesse donnée était une nécessité d'hier, la promesse rompue est une nécessité d'aujourd'hui. Voilà ce qui sépare les amateurs des professionnels, les rêveurs des réalisateurs, les bavards des faiseurs. La plupart des gens poursuivent des distractions. Ils veulent avoir raison plutôt qu'être efficaces. Ils veulent paraître bien plutôt qu'obtenir des résultats. Ils préfèrent le confort du processus au succès du résultat. L'obsession du résultat élimine tout ce bruit. Vous arrêtez de demander « Comment ai-je l'air ?» et commencez à demander « Quel résultat est-ce que je veux ?» Dans les disputes, la plupart veulent gagner le débat. Mais ceux obsédés par les résultats demandent « Qu'est-ce que je veux vraiment obtenir de cette conversation ?» Peut-être un changement, un compromis, une compréhension. Gagner n'est pas toujours gagner. Parfois, prouver à quelqu'un qu'il a tort ne fait que le braquer. Mais l'amener à la conclusion lui-même atteint le véritable résultat. En affaires, l'obsession du résultat signifie ignorer la politique, le bruit et les projets de vanité. Vous vous concentrez uniquement sur les actions qui font avancer. En relation, cela signifie accorder plus d'importance à l'harmonie et à la croissance qu'à avoir raison. En développement personnel, cela signifie mesurer les progrès par les résultats, pas seulement par l'effort ou l'intention. L'obsession du résultat vous protège aussi du piège de la fausse productivité. Beaucoup restent occupés sans résultat. Mais les obsédés par le résultat pratiquent la paresse stratégique. Ils se concentrent sur les 20% d'actions qui créent 80% des résultats. Ils ne veulent pas paraître les plus travailleurs, ils veulent être les plus efficaces. Cela vous rend aussi flexible. Vous restez fidèle au résultat, pas à la méthode. Si un plan échoue, vous pivotez. Si les circonstances changent, vous vous adaptez. Vous êtes obstiné sur les objectifs mais fluide sur la stratégie. Le danger ? Perdre l'éthique. L'obsession sans valeur crée des monstres. Mais l'obsession guidée par l'intégrité, la responsabilité et la contribution crée des bâtisseurs inarrêtables. Avec le temps, être obsédé par le résultat forge une réputation. On vous voit comme quelqu'un qui délivre. Les opportunités viennent à vous. Les problèmes vous trouvent parce que les gens savent que vous pouvez les résoudre. Vous venez d'apprendre les 8 traits de l'intelligence obscure. Mais savoir ne suffit pas. Choisissez un trait. Pratiquez-le chaque jour pendant les 7 prochains jours. Observez comment les gens vous traitent différemment. L'intelligence obscure n'est pas faite pour manipuler. Elle est faite pour protéger. Pour apporter de la clarté dans un monde chaotique. La personne la plus dangereuse est celle qui n'a rien à perdre. La personne la plus précieuse est celle qui voit à travers la manipulation, protège les autres et bâtit des résultats qui comptent. Laquelle choisirez-vous d'être ? Si cette vidéo a changé votre vision du pouvoir et de la psychologie, cliquez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous pour plus de stratégies sur le comportement humain et le succès. Et commentez ci-dessous, lequel des 8 traits allez-vous pratiquer en premier ?